Olivier Rafovitz, bonjour Bokertov. Boker Tov, Daniel. Alors, nous avons eu l'occasion ces dernières semaines de discuter à plusieurs reprises, d'analyser ensemble la situation politique depuis donc la décision du Premier ministre de provoquer de nouvelles élections. Et ce matin, eh bien, on va dire changement de décor, puisque nous vous interrogeons cette fois-ci en tant que véritable personnalité politique, puisque, eh bien, certains diront à la surprise générale, ou certains le diront bien que c'était plus ou moins attendu, vous figurez dans la liste électorale du parti Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman à la 16e place, une place qui n'est pas, on va dire, tout à fait éligible, bien que le parti d'Avigdor Lieberman s'est considérablement renforcé dans les sondages. Alors, tout d'abord, la première question que je vous pose, c'est, alors finalement, est-ce que, comme l'affirme Binyamin Netanyahou, eh bien, vous êtes à gauche et que vous allez cautionner le parti, le fait de voter, vous allez cautionner une politique menée par Avigdor Lieberman, on va dire, plus à gauche, plus anti-Netanyahou et plus proche, on va dire, du parti de Benny Gantz? Boker Tov. D'abord, je voudrais, Daniel, commencer par transmettre mon soutien aux familles des officiers et des soldats de Tsahal, des Gdoud Golani qui ont été blessés cette nuit, Oui. en arrêtant heureusement et en éliminant physiquement le terroriste du Hamas. Donc on a quand même 3 blessés, dont un assez grave. Et ça prouve que la situation au niveau militaire, sécuritaire est toujours extrêmement tendue dans la bande de Gaza. Et que Tsahal, heureusement, et nos soldats doivent continuer à être là, présents. Et encore une fois, donc, nous sommes là tous, et je pense que votre radio aussi, pour soutenir les familles Bien des entendu. soldats. Maintenant, pour votre question, écoutez, là, on va parler de politique. Eh oui. Dire que quelqu'un comme Lieberman est à gauche, c'est comme si je vous dirais que cet été, il fait -20 à Tel Aviv ou à Eilat, en Israël. Je veux dire, Lieberman est tout sauf un homme de gauche, c'est un homme de droite. Nous sommes à droite, nous sommes même à la droite dure. Nous sommes des gens qui sommes pour la peine de mort pour les terroristes. Hein. Ceci, c'est pas un acte de gauche. Hein. C'est même une position extrêmement claire qui a été d'ailleurs refusée par le Likoud. Nous sommes un parti qui a voté contre le désengagement de la bande de Gaza, alors que le Likoud a voté pour. En tout cas, Netanyahou a voté pour à l'époque. Par contre, c'est pas du tout une position par rapport à Netanyahou. C'est une position par rapport à la politique. C'est pas du tout contre Netanyahou. Et Netanyahou et personnellement, nous sommes plus que respectueux et vis-à-vis de lui. Et surtout, c'est un grand homme politique. Mais le fait que Netanyahou aujourd'hui, pour rester au pouvoir, s'engage même au prix de s'associer au Parti travailliste, hein, qui n'est pas un parti de droite, de gabaille aux dernières élections, montre qu'il y a quand même un problème de leadership et surtout de gestion du pays. Maintenant, dire qu'aujourd'hui, Avigdor Lieberman, alors vous n'êtes pas bien entendu obligé de cautionner tout ce que dit Avigdor Lieberman, mais dire qu'aujourd'hui Avigdor Lieberman est un homme de droite qui soutient la droite israélienne et qui va rejoindre un gouvernement de droite qui serait dirigé par Binyamin Netanyahou, c'est tout à fait utopique, puisque c'est la raison pour laquelle eh bien, nous sommes actuellement à nouveau dans une campagne électorale. C'est parce que Lieberman n'a pas voulu rejoindre le gouvernement de Binyamin Netanyahou le 29 mai dernier. Et donc, c'est-à-dire, comment vous expliquez ce positionnement, ce fait que aujourd'hui, eh bien, on a clairement le sentiment qu'on ne peut pas compter sur les voix, même s'il en a 10, autour de 10 dans les sondages, on ne peut pas compter sur les voix de Lieberman pour un gouvernement de la droite israélienne. Ça, ça semble être évident aujourd'hui. Non, mais ce que vous appelez, vous, droite, n'est pas la droite, Daniel. Ah. Et lorsque vous parlez, oui, c'est ça le problème, c'est quoi la droite? Si la droite, c'est de renforcer le parti Agudat Israël, le parti Chasse, les partis qui sont d'abord et avant tout intéressés par eux-mêmes, et lorsque ils ont les fonds nécessaires pour leur propre agenda, qui est d'ailleurs leur droit le plus strict, mais c'est pas du tout l'agenda de la droite.
Ils n'ont absolument aucune vision politique, ni par rapport au territoire, ni par rapport à la Galilée, ni par rapport au Negev, ni par rapport au développement. Leur agenda est un agenda social. Ça veut dire par exemple que des gens comme Bennett, Shaked ne sont pas des gens de droite. Attendez, on parle maintenant, je parlais d'abord du parti Chasse et du parti Agudat Israël. Oui. Le parti, maintenant. Le problème de Shaked et Bennett, c'est pas Shaked et Bennett. Shaked est une femme extrêmement sérieuse et elle a fait un travail formidable au niveau du ministère de la Justice. Le problème n'est pas Shaked, le problème n'est pas Bennett. Le problème n'est pas personnel. Il faut arrêter, c'est ça le grand problème. Le problème est de savoir qu'est-ce que font ces partis, qu'est-ce que veulent ces partis. Alors vous me parlez de Bennett, alors je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui n'est pas une histoire qui peut mettre en danger le pays et la droite israélienne. Lorsqu'on parle d'annexation de la zone C, n'est-ce pas, dans le programme de Bennett, il parle également de donner la citoyenneté israélienne aux Palestiniens qui sont à peu près 55 ou 60 000 dans la zone C. Alors, il nous dit, c'est pas beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est énorme qu'on donne à un seul Palestinien de Judée-Samarie une carte d'identité israélienne parce qu'on annexe le territoire. C'est-à-dire que quelle est la politique qui va être ensuite menée par ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Ils veulent quoi? Ils veulent que d'un côté on expulse une femme qui a un enfant philippin en Israël parce qu'elle n'est pas juive, et ça c'est selon la loi israélienne, mais qu'on donne à 60 000 Palestiniens la nationalité israélienne parce que on va annexer le territoire. C'est ça la politique de droite de Bennett. C'est ça le fait qu'aujourd'hui, Smotrich, qui est au cabinet ministériel de Netanyahou, viennent de donner 700 permis de construction à des maisons pour les Palestiniens en zone C. C'est ça la droite israélienne, Daniel Laïc. Vous connaissez parfaitement la situation. Non mais, attendez, vous me posez une question qui est une question centrale, parce que le problème de tout ça, c'est qu'aujourd'hui on parle de noms, on parle de gens, on parle de Bennett, on parle de Shaked, on parle de Smotrich, on parle de Lieberman, on parle de Netanyahou, mais on ne parle plus d'idéologie. On ne parle plus de ce qui va se passer. Le pays aujourd'hui, c'est ça. Il faut bien avouer que si on ne parle plus d'idéologie, c'est peut-être aussi parce que, quelque part, si un homme comme Lieberman n'a pas accepté de rejoindre un gouvernement de droite en mai dernier, c'est plutôt pour des raisons personnelles que pour des raisons idéologiques. Daniel, vous me posez une question, je vous réponds à la question, et vous faites partie, comme si vous voulez, vous repreniez le narratif, non pas du journaliste, mais journaliste d'un parti. Je vous dis que aujourd'hui, la politique menée, qui s'appelle politique de droite, n'est pas une politique de droite. Ok. La politique de droite, ça veut dire aujourd'hui. Alors d'accord, on a bien compris votre position par rapport à ce point, mais je voudrais aborder un autre point qui préoccupe beaucoup aussi, on va dire, une partie des Israéliens, puisque ce n'est pas seulement la droite, mais c'est, on va dire, l'orientation ultra-laïque prise par Israël Beiteinu au cours des derniers mois. Avigdor Lieberman ne cesse de répéter son opposition farouche à un gouvernement, à un État de halakha. Alors bien entendu, là-dessus, on peut certains peuvent partager cette opinion, mais son acharnement à vouloir parler à tout prix d'un État laïque dans lequel il y aurait des transports en commun le Shabbat, où il y a, on va dire, une partie, on va dire, du cachet juif de l'État d'Israël serait remise en cause. Qu'est-ce que vous avez, vous, à dire? Est-ce que vous cautionnez, vous aussi, ces déclarations d'Avigdor Lieberman, cette attitude, on va dire, très fortement laïque? On a l'impression que Lieberman remplace Yair Lapid dans le rôle du chevalier de l'ultra-laïcité en Israël. Avigdor Lieberman vit à Nokdim, en Judée-Samarie. Oui. Vous savez où habite Bennett? Il habite à Ra'anana. Vous savez où habite Benjamin Netanyahou? Oui. Ok. Il habite à Césarée. Attendez. La famille de Lieberman, son épouse et sa fille sont orthodoxes, n'est-ce pas? Oui. Orthodoxes. Pas laïques, orthodoxes. C'est son épouse et c'est sa fille. Et ses petits-enfants également sont ce qu'on appelle orthodoxes. Non, lui, c'est le grand-père. Oui. Lui aussi, il est juif, comme vous et moi. Ah oui, ça, on n'est pas en cause. Oui, non, mais c'est important parce qu'on entend un peu n'importe quoi. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Israël? En Israël, il y a aujourd'hui des juifs qui sont orthodoxes, moins orthodoxes,
qui sont plus religieux, moins religieux, traditionnalistes, parfois qui sont qu'on appelle laïcs. Pour moi, il n'y a pas de juif laïque, parce qu'être juif à la base, c'est d'abord et avant tout être lié à la Torah et à la religion, mais chacun vit son judaïsme comme il l'entend. Maintenant, ce que dit Lieberman, c'est que pour préserver et pour empêcher, et surtout pour empêcher les fractures internes et pour protéger le Beyachad, il dit « Tirye et tenichiot ». Ça veut dire « vis, mais laisse aussi l'autre vivre ». Lieberman sera le premier à empêcher qu'il y ait à Bnei Brak, ou qu'il y ait dans des quartiers orthodoxes des transports le Shabbat, ou des magasins ouverts. Évidemment que non. C'est pas une politique de vouloir imposer des choses à des gens. La politique de Lieberman et du parti, que je représente aujourd'hui aussi, est de faire que l'État d'Israël soit plus fort, plus uni, et pas moins uni. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il se passe que certaines personnes se disent plus juives que d'autres personnes. Certaines personnes se disent avoir le judaïsme plus fort que vous parce que c'est leur foi le plus profonde. Non, à mon humble connaissance, tout juif est juif s'il est né de mère juive. Et le seul qui peut décider qui est un bon juif ou un mauvais juif, c'est la Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on va pas commencer à se distinguer, nous, entre nous-mêmes, qui est plus juif ou qui est moins juif. Mm-hmm. Quand les terroristes du Hamas ou du Hezbollah attaquent Israël, vous croyez qu'eux, ils font une différence entre un juif et un juif? Vous croyez qu'ils font une différence entre une kippa et une kippa? Il faut aussi un petit peu arrêter ces fractures et recommencer un petit peu à réfléchir comment pouvons-nous vivre mieux ensemble. Alors, parce que les fractures, elles existent. Non, attendez, c'est important cette question. Oui, elle est essentielle. Elle est essentielle. Moi, je suis personnellement pour une alliance entre toutes les populations d'Israël et toutes les sensibilités juives d'Israël. Mais on ne peut pas imposer à personne, c'est impossible. Personne ne peut imposer à personne quoi que ce soit, parce que ça crée des dissensions, parfois même des dissensions qui peuvent être violentes. Et on a tous, sauf besoin, de dissensions au sein de l'État d'Israël, parce que je vous raconte une petite histoire, c'est que dans quelques jours, moi je serai, comme d'autres d'ailleurs, je pense, en Milouim, et la situation sécuritaire d'Israël, elle n'est pas simple aujourd'hui. On ne va pas commencer, nous, à se battre entre nous, alors que à nos frontières, des gens veulent nous détruire à nous tous. Et eux, croyez-moi, ils font aucune différence entre un juif et un juif. Oui. Alors, il faut un petit peu recommencer à réfléchir à ce que nous sommes et ce que nous devons être. Nous devons être un pays fort, un pays uni. Nous devons être un pays qui sait se battre, qui doit se battre s'il le faut. Et par rapport à votre question, comme il y a un élément important, c'est l'élément de l'armée et du service militaire. Mm-hmm. Le service militaire en Israël, vous savez, nous ne sommes pas au départ un peuple de guerriers, nous sommes le peuple du livre. Mm-hmm. Mais l'histoire nous impose de nous défendre. Quand Moshe Rabbeinu revient d'esclavage de l'Égypte en terre d'Israël, il a fallu se battre. Il a fallu se battre beaucoup pour reconquérir la terre. C'est pas une chose qui est arrivée avec le sionisme. Ça date depuis des milliers d'années. Et lorsqu'on ne s'est pas battu, et qu'on a perdu des guerres, on a été exilés, on a été massacrés, on a été même brûlés vifs. Ouais. Donc aujourd'hui, le fait que nous ayons cette armée qui s'appelle Tzva Agana Israël, le fait que nous ayons la chance, la chance historique, grâce à notre histoire, grâce à la foi, d'avoir enfin notre peuple réuni en terre d'Israël. Non mais attendez, il y a un prix à payer. Alors, on l'a bien compris. Je voudrais vous poser une dernière question parce que le temps passe, il nous reste 2 minutes véritablement pour c'est concernant justement la position, et on en parle souvent sur Studio Kalita, de Avigdor Lieberman concernant les Olim. Les Olim de France en particulier. Alors vous êtes à la 16e place, c'est une place d'une certaine manière qui n'est pas particulièrement réaliste. D'une certaine manière, c'est une manière pour Lieberman de dire les Olim m'intéressent, mais pas tant que ça. Les Olim de France m'intéressent, mais pas tant que ça. Quelle est votre position concernant l'Aliyah et l'intégration et que pensez-vous du positionnement de Lieberman et de son positionnement au sein du ministère de l'intégration au cours des dernières années? Écoutez, je vais quand même vous dire un petit secret, c'est que 16e place sur une liste qui aujourd'hui est donnée par les sondages, à l'heure où je vous parle, entre 12 et 13 mandats, c'est une place qui est plus qu'honorable, et vous savez qu'il y a aussi le jeu, ce qu'on appelle la loi norvégienne, qui permet de faire pousser des gens et les faire plus loin dans la liste pour les ramener ensuite que lorsqu'il y a des postes ministériels. Encore une fois, là je vous parle de manière générale, mais
respectons quand même les choses et attendons tranquillement la politique. Vous savez, c'est l'art de l'impossible et surtout, les choses parfois ne sont pas comme on pense qu'elles vont être. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais par rapport au choix... Il nous reste 30 secondes, Olivier. Écoutez, dans ma position et le fait que nous soyons un parti où à sa tête il y a un ancien Olé Hadash, je crois que c'est déjà une chose forte pour dire que nous ferons tout pour améliorer l'intégration des Juifs de France et surtout pour que les Juifs de France arrivent en Israël en plus grand nombre et qu'ici les structures adéquates pour les attendre. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher, c'est également le sien, celui d'Odette Forer et d'autres dans le parti. Et c'est pas du tout par hasard que je suis dans la liste électorale de ce parti, parce que effectivement derrière moi, il y a quand même des milliers et des milliers d'hommes et de femmes qui espèrent qu'il y aura des changements pour leur alia et pour leur intégration en Israël. Eh bien, Olivier Rafovitz, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous souhaite bien entendu bonne chance dans cette campagne électorale des élections pour la 22e Knesset du 17 septembre prochain, Be'atzlacha. Et à bientôt, on aura l'occasion de se reparler, je suppose, d'ici là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et shalom.